Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour la suite de notre émission consacrée à la tradition de la forêt. Avant tout, toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste se joint à moi pour vous souhaiter une très heureuse nouvelle année, faite de paix, d'amour et de bienveillance, et pourquoi pas de simplicité et de lâcher prise, les valeurs mêmes que prodigue la tradition de la forêt. Nous avions appris la semaine dernière avec notre invitée Jeanne Chut que cette branche du bouddhisme Theravada, qui vise à revenir au mode de vie enseigné par le Bouddha, était réapparue en Thaïlande à la fin du 19e siècle avant de parvenir en Occident depuis 50 ans. Cette tradition s'est développée dans la forêt où silence et isolement offrent des conditions certes rudes mais parfaitement favorables à l'attention et donc au cheminement vers l'éveil. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ensemble, avec Jeanne Chut, que nous avons le plaisir de retrouver, quelques grandes figures masculines et féminines qui ont marqué cette tradition durant le XXe siècle. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors je rappelle que vous pratiquez le bouddhisme de la tradition de la forêt depuis une trentaine d'années. En effet. Vous avez contribué à faire connaître cette école en traduisant les enseignements des grands maîtres anglophones, que vous avez publiés aussi. Oui, ça a été un grand plaisir pour moi. Et puis vous venez de faire paraître La tradition de la forêt, le livre sur lequel nous nous sommes basés pour instruire cette émission. En effet. Alors, en préambule, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu à quand remonte cette tradition ? Alors, elle remonte au Bouddha lui-même. Il a été éveillé dans une forêt. Il a même souhaité finir sa vie dans une forêt. Et il a conseillé à tous ses disciples de méditer dans la forêt au contact de la nature. Cette nature qui était très importante pour lui parce qu'il a enseigné la vérité de la nature, qui est un reflet de notre nature à nous. Oui. Alors finalement, Jeanne Chut, le renouveau de la tradition de la forêt ne date que de la fin du 19e siècle. Et donc, on a pu conserver parfaitement les enseignements des grands maîtres et connaître un petit peu leur personnalité et leur qualité. Quelles étaient-elles ? Alors, la plupart de ces maîtres dont on peut parler et qui sont exposés dans ce livre ont eu une enfance assez semblable. Ce sont des enfants de paysans qui, un jour, souhaitent, comme la plupart des jeunes gens d'ailleurs en Thaïlande, à l'âge de 20 ans, aller dans un monastère. Et puis, ils y ont pris goût. Donc là, vous me parlez des qualités de ces maîtres, qualité d'honnêteté et de sincérité. Je veux mener une vie qui correspond à ce qu'on m'enseigne. Je ne peux pas dire je suis moine du Bouddha alors que je ne fais pas ce que le Bouddha m'a enseigné. Donc cette détermination, ensuite, autre qualité, détermination. Essayer de trouver un moine, quelqu'un, un monastère où on va enseigner véritablement ce qu'a dit le Bouddha. Il le trouve, détermination et puis persévérance. Je dirais que ce sont vraiment les trois qualités principales. Ensuite, il y a des qualités au niveau enseignement. Ils ont tous été, ce qu'on appelle aujourd'hui les grands maîtres, c'est ceux qui ont su expliquer, transmettre l'enseignement, comme le Bouddha l'a fait, avec des qualités justement de pédagogie qui permettent aux autres de ressentir la vérité de ce message. Alors, dans votre livre, vous donnez l'exemple d'une dizaine de grands maîtres de Thaïlande du XXe siècle. Alors, on s'aperçoit qu'ils ont tous des caractères très différents et pourtant, ils ont tous contribué au renouveau de la tradition. Je crois qu'il y en a un certain nombre qui vous tiennent à cœur, dont par exemple Ajahn Dun, qui était connu pour sa douceur et pour aussi la parcimonie de ses paroles. Oui, alors c'est vrai qu'il est intéressant de voir qu'ils ont tous des caractères différents. Parce qu'on peut se dire, bon, ce sont les plus volontaires qui réussissent ou ce sont les plus doux, les plus... Non, ils sont tous différents, ils ont tous atteint l'éveil, donc c'est quand même très encourageant pour nous tous. Alors Ajahn Dun était adorable. Il était très doux. Depuis l'enfance, on le signale comme le grand frère, le gentil fils qui aide son papa à la ferme, etc. Mais... un jour, quand il est devenu justement moine, il a eu la chance d'arriver un peu après Ajahn Mun, qui a lancé cette tradition, et il a pu le rejoindre dans la forêt. Il a donc vécu longtemps auprès de son maître, et parfois simplement avec d'autres moines en Tudong. Tudong, donc, c'est ces errances dans la forêt. Il y a une anecdote très importante qui a marqué sa vie. Un jour, il était avec 5 autres moines, et ils sont tous tombés malades de la malaria. Ils se sont entraidés, mais malheureusement, 2 d'entre eux ont péri. Et pour ce jeune moine très sensible, la mort de ses 2 amis, il s'est senti impuissant comme ça face à cette mort. Et il s'est souvenu des enseignements du Bouddha qui dit « il faut méditer sur la mort ». On ne peut pas comprendre la vie si on ne comprend pas la mort. Et donc il s'est mis à méditer très profondément sur la mort. Et un soir, il est entré en concentration profonde et il a eu une vision, et c'est lui qui l'a raconté plus tard, une vision d'une image lumineuse du Bouddha qui le pénétrait et qui l'habitait entièrement. Il est resté dans cette concentration toute une nuit et toute une journée.
Et il en est sorti, dit-il, avec le sentiment que toutes les pollutions mentales, tout ce qu'on appelle les pollutions mentales, tout ce qui peut nous empêcher d'être en contact avec la vérité qui nous habite, elles s'étaient écoulées, elles étaient parties. Et donc tous ces disciples ont dit par la suite que c'était probablement une expérience d'éveil, mais les moines, eux, n'ont pas le droit de dire. C'est là que je me suis éveillée. Ils peuvent raconter des anecdotes, mais ils ne peuvent pas en dire plus. Donc, voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que cette expérience lui a appris à accepter les choses telles qu'elles sont. Et plus tard, il a été obligé par les autorités de s'implanter dans un monastère. Et donc, les laïcs venaient lui poser des questions. Et un jour, il y a eu un incendie dans la ville où était implanté ce monastère. Et les laïcs sont venus lui dire « Mais enfin, comment se fait-il que nous ayons à subir les affres de cet incendie alors que nous sommes de bons pratiquants, nous venons au monastère, nous donnons des offrandes. Comment se fait-il ?» Et il a dit « Vous n'avez rien compris au Dhamma. Le Dhamma, ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'avoir des malheurs dans cette vie. C'est ce qui va vous permettre d'y faire face. » Ajahn Dun, donc. Ajahn Dun. Alors, un autre grand maître, Ajahn Tate, lui, il a la particularité d'avoir écrit sa vie, son autobiographie. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. D'abord, c'est le premier livre que j'ai traduit sur les moines de forêt, et ça s'appelle « Une autobiographie d'un moine de forêt ». Il avait 89 ans quand il l'a écrite, et il a été capable de raconter année après année tout ce qui s'est passé au long de sa vie de moine. Et donc, c'est une véritable mine, un trésor d'informations, d'anecdotes. Il était en plus très, très doux, très simple, et même naïf. Il peut le voir à l'âge de 89 ans, il peut se rendre compte qu'il a été assez naïf dans sa jeunesse. C'est un très, très beau recueil d'enseignements. Il a eu envie d'écrire sa vie pour éviter qu'on le sanctifie, finalement. Oui, il y a d'autres biographies qui avaient été écrites sur des moines de forêt et qui étaient un petit peu trop hagiographie, on peut dire. Donc, il a préféré l'écrire lui-même. Alors, on va parler aussi un petit peu des femmes, Jeanne Chut, hein, il y en a. Parce qu'il y en a, même si elles sont présentes dès le début, à commencer par la mère adoptive du Bouddha. Oui, elle était là, mais pourtant, on en parle peu. Alors on en parle peu, je pense que c'est à cause de la culture, aussi bien en Inde à l'époque du Bouddha qu'aujourd'hui encore en Asie. Les femmes sont cadrées, elles sont mères, elles sont épouses, et puis elles travaillent dans les champs, elles ont un mode de vie qui les accapare complètement. Pourtant, ce sont elles qui apportent le riz le matin dans le bol des moines, ce sont elles qui élèvent des enfants qui vont avoir cette aspiration spirituelle. Donc elles sont très présentes malgré tout. Alors quel statut ont-elles dans l'école de la tradition de la forêt ? Alors, elles peuvent souhaiter devenir nonnes, mais en Thaïlande, elles sont, on appelle les mechi, c'est-à-dire les nonnes en blanc, qui correspondent au stade de novice chez les hommes. Mais les hommes, après avoir été novices, ils deviennent bhikkhu ou moines, c'est le même mot, bhikkhu, et les femmes devraient passer de mechi à bhikkhuni. Mais ce n'est pas le cas actuellement en Thaïlande, en tout cas. Est-ce qu'elles ont des monastères à elles ? Alors en fait, il y a certaines nonnes qui ont eu, nonnes ou même laïques, qui ont eu un tel renommée, un tel éclat dans leur pratique qu'elles ont attiré la bienveillance des laïcs. Donc certains laïcs ont offert des espaces pour qu'elles montent un centre, et d'autres mechi les ont rejointes. D'autres ont simplement été sur un terrain qui leur appartenait, et d'autres femmes sont venues, laïques ou pas. Mais il n'y a pas de couvent à proprement parler, d'endroit où il n'y aurait que des femmes qui pourraient aller se retrouver pour méditer. Alors, l'ordination des femmes, à l'heure actuelle, on en parle un petit peu. Est-ce que ce serait quelque chose de possible en Thaïlande ? Alors, a priori, non. Le clergé dit non. Mais moi, j'ai bon espoir, parce qu'il y a un moine américain qui a ressorti le contexte dans lequel la première femme a été faite bhikkhuni, ordonnée par le Bouddha lui-même. C'était donc, comme vous l'avez dit, sa propre tante qui a été aussi sa mère adoptive. Il l'a ordonnée et puis il lui a dit « Mais il faut que tu acceptes que pour les femmes, à l'origine, il y aura, par la suite, il y aura 8 règles supplémentaires, dont le fait qu'il faille un certain nombre de bhikkhunis présentes, ainsi que de moines, pour que l'ordination soit possible. » Et sa tante a dit « Pas de problème. Mais aujourd'hui, je suis la seule. Alors, comment va-t-on faire pour ordonner mes compagnes ?» Alors, il a dit, bien sûr, s'il n'y a que toi, c'est évident qu'il n'y aura que des bhikkhus, donc que des moines, qui feront cette ordination. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Nous sommes exactement dans la même situation. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui, je pense, pour que ça ne soit pas fait. On verra. Jeanne Chut, est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-unes de ces femmes qui ont été considérées en Thaïlande comme des grands maîtres éveillés ? Oui. Alors, il y en a 3 qui sont très connus. Il y a Mechi Keu,
Il y a Upasikaki, que j'ai eu l'occasion de présenter ici, et puis une autre, Achan Ranjuan, qui a enseigné dans un monastère, j'en parlais à l'instant. Alors Mechi Kaou Mechi Kaou était très spéciale. Alors elle a eu la chance de rencontrer Achan Mun quand elle était toute jeune. Elle avait 16 ans et Achan Mun venait avec un groupe de moines à la lisière de son village. Ils ont passé quelques jours là et elle les a vus méditer, elle a été fascinée. Donc voyant cela, Achan Mun lui a enseigné quelques bases de la méditation et il a vu qu'elle avait un potentiel pour la concentration qui était très fort. Donc il lui a dit en partant, tu verras, dans quelques années, un autre moine viendra et continuera ta formation. Effectivement, 20 ans plus tard arrive un disciple d'Achan Mun, Achan Mahabua, qui reconnaît de la même manière ses qualités de méditante. En plus, elle a médité pendant 20 ans toute seule. Et ses qualités se sont révélées être assez particulières. C'est-à-dire qu'elle avait un tel pouvoir de concentration qu'elle pouvait avoir des prémonitions qui s'avéraient toujours justes. Elle disait qu'elle voyait, qu'elle partait dans le monde des devas. Et elle racontait des tas d'histoires assez exceptionnelles. Et elle était devenue assez fière de ses pouvoirs. Donc Achan Mahabua lui a dit, tout ça c'est très gentil, mais tu vas arrêter net. Tu vas utiliser ta concentration, non pas pour partir à l'extérieur, mais pour travailler à l'intérieur, observer ton corps et ton esprit. C'est ça qu'enseigne le Bouddha. Mais elle était têtue. Et donc elle a persévéré, elle a essayé de le convaincre, et puis à la fin il lui a dit, si c'est comme ça, je ne veux plus te voir. Dans ce rejet, elle a été très blessée. Elle a fini par revenir vers lui, recevoir et accepter ses enseignements. Et elle a été complètement éveillée. Et on a la chance que quelqu'un ait raconté sa vie. Donc en anglais, c'était un moine occidental. Il a recueilli toutes ces informations sur sa vie, il les a traduites. Et donc on les a aujourd'hui en anglais, j'espère un jour en français. Alors aujourd'hui, Jeanne Chut, et pour conclure un petit peu, comment vit-on quand on est moine de la forêt, puisque la forêt, au sens propre, disparaît en Thaïlande? Ça, c'est un grave problème. Il y a une grande déforestation, encouragée d'ailleurs par les gouvernements qui voulaient développer l'économie du pays, donc plus de rizières, on abat les forêts, on a du bois et on a des champs pour faire du riz. Oui, mais les 3/4 de forêts qui ont disparu en 50 ans. Exactement. Et les monastères, donc en fait, il faut savoir, bon, il y a toute une histoire autour de la Thaïlande, mais on a obligé, les autorités ecclésiastiques ont obligé petit à petit les moines de forêt qui partaient en tudong et qui erraient dans les forêts, on les a obligés à s'installer dans des monastères, pour plusieurs raisons. Et donc les moines étaient dans des forêts. Tout de même, ils avaient un monastère au cœur d'une forêt. Et puis petit à petit, cette forêt a diminué tout autour d'eux. Et aujourd'hui, les monastères sont vraiment tout petits, entourés d'arbres, c'est vrai. Mais la clairière et les villages ne sont pas loin du tout. Il y a tout de même des moyens pour méditer. On peut méditer dans un monastère de forêt. On peut méditer autour on peut aussi demander une autorisation au gouvernement pour aller dans des réserves qui sont dans les forêts, dans les montagnes de Thaïlande. Et ailleurs dans le monde, peut-on pratiquer selon la tradition? Oui, alors tous les disciples des grands maîtres thaïlandais occidentaux sont repartis dans leur pays à la mort de leur maître, pas tous, la mort de leur maître, très souvent ils sont repartis dans leur pays et ils ont développé de nouveaux monastères. Alors on en trouve dans le monde entier, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe bien sûr. En Angleterre. En Angleterre beaucoup, et puis en Australie aussi, enfin un peu partout. Merci beaucoup, Jeanne Chut, d'avoir été notre invitée, de nous avoir parlé de la tradition de la forêt durant ces 2 dimanches. Un grand plaisir, je suis heureuse de la faire connaître. Avant de nous quitter, je vous propose quelques livres en rapport avec notre émission. Tout d'abord, La tradition de la forêt, histoire et enseignement des grands maîtres du bouddhisme Theravada, de notre invitée Jeanne Chut, aux éditions Sully. Il s'agit du premier ouvrage qui décrive l'histoire de cette tradition et qui propose tout un corpus d'extraits et d'enseignements essentiels de ces grands maîtres. Pur et simple, d'Upasikaki, aux éditions Sully. Et puis De la bienveillance à l'amour inconditionnel, du vénérable Enepola Gunaratana, paru chez Marabout. Cette émission s'achève, vous pouvez la revoir en replay sur France TV. Merci de nous avoir suivis et encore tous nos vœux de paix, de bienveillance et d'amour pour cette nouvelle année.